L'histoire est pleine de faits fascinants au-delà de ce que tu as appris en classe. Des propriétaires du Titanic jusqu'aux gladiatrices de l'Avon antique. Aujourd'hui, nous allons te raconter 20 événements historiques que tu ne savais pas. Numéro 20. Des dizaines d'imposteurs ont prétendu être le fils décédé de Marie-Antoinette. Après la fin de la Révolution française, Louis-Charles, âgé de 8 ans, a été emmené en prison. On ne l'a plus jamais revu en public. Maintenant, la question est, qu'est-il devenu? Louis-Charles de France a grandi comme le charmant fils de Louis XVI et Marie-Antoinette. À l'âge de 4 ans, il est devenu l'héritier du trône français après la mort de son frère. Depuis lors, il a été considéré comme le roi Louis le Pini. Cependant, après que la Révolution française ait détruit sa famille, suite à l'exécution de ses parents en 1793, il a été isolé dans une cellule de la prison du Temple à Paris. Dans la cellule, il a souffert de mauvais traitements et de malnutrition. Malheureusement, le 8 juin 1795, Louis-Charles est mort de la tuberculose. Il n'avait que 10 ans à ce moment-là. Le jeune a été enterré en secret pour éviter tout soupçon. Quelques années plus tard, des dizaines d'hommes prétendant être le dauphin se présenteraient. Les imposteurs, qui étaient plus de 100 personnes, comprenaient, le plus célèbre d'entre eux, Charles-Guillaume Nandoff. Il y avait de nombreuses raisons pratiques pour lesquelles les imposteurs feraient une telle affirmation. En théorie, un prétendant réussi pourrait se retrouver sur le trône de France. Beaucoup d'imposteurs ont réussi à obtenir richesse, célébrité et adulation, ce qui a encouragé d'autres à se présenter. Numéro 19. Il était interdit aux fans de fumer en public. Le 21 janvier 1908, l'ordonnance Sullivan a été adoptée à New York, interdisant aux fans de fumer en public. Beaucoup de fans n'ont pas pris l'édit au sérieux jusqu'à ce que le maire George N.C. Clennan le veto 2 semaines plus tard. Mais au lieu de punir la femme qui avait commis l'acte, l'édit a blâmé les propriétaires des établissements où l'on voyait une femme fumer. On a rapporté qu'une femme, Cathy Mulcahy, était la seule personne connue pour avoir enfreint l'ordonnance, bien que les actions prises contre elle n'aient pas été spécifiées. On lui a demandé de payer une amende de $5, mais elle a été arrêtée après avoir refusé de payer. Les bases de l'ordonnance peuvent vous paraître fragiles. Cependant, à l'époque, une femme qui fumait une cigarette était considérée comme dangereusement sexuelle, immorale et indigne de confiance. Numéro 18. Les fourchettes étaient considérées comme un sacrilège. Savais-tu que les fourchettes souvent utilisées lors des repas étaient considérées dans le passé comme un sacrilège? En d'autres termes, les utiliser était une grande abomination. Les fourchettes ont été introduites pour la première fois en Italie au XIe siècle et étaient considérées comme des mains artificielles et donc un sacrilège. Après tout, Dieu nous a donné des doigts comme des fourchettes naturelles. Les fourchettes existent depuis longtemps, mais ce n'est qu'à partir du Moyen Âge qu'elles ont commencé à être largement utilisées comme ustensiles de cuisine. L'étiquette blasphématoire d'utilisation de fourchettes a commencé au XIe siècle, lorsqu'une princesse byzantine a scandalisé la cour en apportant des fourchettes dans la maison vénitienne de son nouveau mari. Elle avait une fourchette en or. À une époque où la plupart des Européens mangeaient encore avec les doigts et des couteaux, ce n'est qu'au début du XVIIIe siècle que l'utilisation des fourchettes est devenue acceptable. En Angleterre, au début, on utilisait des fourchettes à 2 dents. Il a fallu 100 ans avant qu'on ajoute une 3e et une 4e dent. Avec le temps, les fourchettes sont devenues un sujet plus social. Ainsi, certaines sociétés acceptaient leur utilisation, tandis que d'autres se moquaient de ceux qui les utilisaient. Numéro 17. Les propriétaires du Titanic n'ont jamais dit que le navire était insubmersible. Si tu avais vu le film emblématique de James Cameron de 1997, tu croirais probablement que les propriétaires du Titanic ont écarté la possibilité que le navire coule. Mais ce n'est pas vrai. Certaines publications spécialisées avaient décrit le navire comme pratiquement insubmersible avant qu'il ne coule. En fait, de nombreux survivants ont affirmé qu'ils avaient décidé de participer au voyage inaugural parce qu'ils considéraient que le navire était insubmersible. Voici la vérité sur le mythe. Le constructeur naval Ole Worth n'a pas affirmé que le navire était insubmersible. En réalité,
Il s'agissait d'un article promotionnel de la ligne White Star qui mettait en avant la sécurité des Olympiques et Titanic. En plus de ces affirmations, il disait que, dans la mesure du possible, ces deux merveilleux navires étaient conçus pour être insubmersibles. Puis, la croyance s'est répandue que la science était la réponse à tous les problèmes humains. Cependant, le naufrage du Titanic a fait que les gens se méfient de la science. Numéro 16. Le recto du billet d'$1. Quand tu entends le nom de George Washington, l'image qui te vient probablement à l'esprit est celle du premier président qui figure sur le billet d'$1 américain. Peut-être t'es-tu demandé comment il a fini par apparaître sur le billet. Pendant la guerre civile, le gouvernement des États-Unis a dû imprimer de nouvelles formes de monnaie. En plus des nombreux billets en circulation auparavant, l'objectif était de financer son effort de guerre. C'est à cette époque qu'a été créé le premier papier-monnaie officiel. Un des billets créés à cette époque, en 1862, était le billet officiel d'$1 américain, dans laquelle apparaissait le secrétaire au trésor de l'époque et designer des premiers billets du pays, Salmon Charles. Au départ, l'argent imprimé n'avait aucun soutien, et on l'appelait des greenbacks, après que le bureau de gravure et d'impression des États-Unis ait pris en charge la production de la monnaie américaine. L'image de George Washington est apparue sur le billet d'$1 en 1869. Depuis sa recréation en 1963, le billet d'$1 n'a pas été redésigné et il n'y a pas de plan pour le faire dans un avenir proche. Numéro 15. Johnny Appleseed. C'était réel. Le folklore américain est si riche qu'il est difficile de distinguer ce qui est fictif de ce qui est réel. Dans le cas de Johnny Appleseed, le héros du folklore qui aurait voyagé à pied à travers les États-Unis en plantant des pommiers, il s'agit en réalité d'une personne réelle. Bien que certains aspects de sa vie aient fini par être mythifiés avec le temps. Le vrai nom d'Appleseed était Johnny Chapman Den, et sa ville natale était Leominster, dans le Massachusetts. Il a planté ses premières pépinières de pommiers vers 1798 dans la vallée d'Allegheny en Pennsylvanie, puis a commencé à planter partout où il allait. Il marchait des kilomètres tous les jours et dormait à la belle étoile, plantant des pépinières aux endroits où les pionniers s'installeraient. Numéro 14. L'Inde n'a pas envahi de pays au cours des 10 dernières années. Au début de 2022, le ministre de la Défense indien, Rajput Singh, a affirmé que l'Inde, dans sa longue histoire, n'avait jamais envahi ni tenté de conquérir un autre pays, au cours des 10 dernières années. Cependant, l'Inde est l'un des pays les plus envahis au monde. Mais, pourquoi la nation a-t-elle décidé de ne pas envahir d'autres territoires? Plongeons un peu dans l'histoire. L'Inde est née en tant qu'organisation des Nations Unies en 1947. À ce moment-là, plusieurs factions autonomes s'affrontaient souvent entre elles. Ce n'est que sous les règnes des Marathas, des Rajputs, des Moghols et des Mauryas que le sous-continent indien fut en grande partie gouverné comme un seul pays. Diverses tentatives de la part de certains empires puissants. Les tentatives de conquête de l'Inde antique, y compris celles des Grecs, des Mongols et des Perses, ont échoué. La plupart des pays envahissent d'autres nations pour satisfaire un besoin ou par cupidité. Heureusement, l'Inde a toujours eu suffisamment de ressources pour les exploiter et a également été un important centre de commerce mondial tout au long de l'histoire, donc il n'avait pas de sens d'essayer d'envahir d'autres nations souveraines. Bien que ses dirigeants aient envoyé des émissaires pour diffuser le bouddhisme et l'hindouisme, les campagnes étaient pacifiques. Numéro 13. La France a construit un faux pari pour tromper les bombardiers allemands. Pendant la Première Guerre mondiale, le gouvernement français a essayé de tromper les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale en construisant un faux pari. Le faux pari a été construit par crainte d'une éventuelle attaque aérienne nocturne. La fausse ville de Paris, qui comprenait des répliques de monuments célèbres, a été construit à des kilomètres de la vraie ville. L'idée est née en 1917, quelques années après que les Allemands aient bombardé Paris pour la première fois en 1914. Blood a rapporté que les lumières du vrai Paris étaient éteintes la nuit pendant les véritables attaques, mais dans le faux Paris construit, il y avait des lumières tamisées pour donner l'impression que les gens essayaient. Mais cela ne pouvait pas empêcher qu'on ne détecte dans l'obscurité. Malheureusement,
le faux Paris n'a jamais été complètement construit. Après la fin de la guerre en 1918. Comme l'avait prévu Ferdinand Jacopozzi, un ingénieur italien, la ville devait avoir 3 zones, mais seule l'une d'elles a été construite. La fausse ville a été déconstruite à la fin de la guerre. Numéro 12. Albert Einstein. On lui a une fois proposé la présidence d'Israël. Beaucoup de gens connaissent le célèbre scientifique juif Albert Einstein pour ses découvertes en physique théorique. Mais tout le monde ne sait pas qu'il a aussi eu l'occasion de briller dans le monde politique. Après la mort de Chaim Weizmann, le premier président d'Israël, en 1952, le gouvernement israélien, dirigé à l'époque par le premier ministre David Ben-Gurion, a proposé la présidence à Einstein. Selon l'histoire, le poste était plus un honneur qu'une véritable position de pouvoir et d'autorité. La raison pour laquelle on a envisagé de lui rendre hommage était simple. Tout au long de sa vie, Einstein a constamment soutenu l'État d'Israël. On pourrait penser qu'il accepterait avec plaisir l'offre. Malheureusement, Einstein a immédiatement refusé l'offre en raison de son âge avancé et du manque de compétences pertinentes. En fait, il a refusé une réunion officielle avec des représentants de l'ambassade israélienne. Bien qu'on lui permettrait de continuer ses recherches scientifiques tant qu'il serait président, il devrait déménager en Israël. Germantown, Nordlingen, est construite à l'intérieur d'un cratère de météorites vieux de 14 millions d'années. La ville de Nordlingen, située dans le district de Donnery en Bavière, en Allemagne, ne ressemble à aucune autre ville sur la planète. Avec une population de 20 000 habitants, la ville est entièrement située à l'intérieur d'un énorme cratère de météorites connu sous le nom de Nordlingeris. Il y a 1 million d'années, un météorite d'1 kilomètre de diamètre a percuté la Terre. Jusqu'à récemment, il n'y avait pas de preuve établissant la véritable origine de cette ville. Pendant de nombreuses années, on a cru que la dépression peu profonde au centre de laquelle se trouve la ville était un cratère volcanique. Cependant, en 1962, les scientifiques américains Gene Shoemaker et Edward Shaw ont pu démontrer que la dépression était le résultat de l'impact d'un météorite. Shoemaker aurait gratté les murs d'une église pour voir de quoi ils étaient faits, et aurait découvert du quartz choqué, un type de roche qui ne se forme qu'à partir des pressions de choc généralement associées à un impact de météorite. Lorsque les formations rocheuses ont ensuite été explorées, il a été établi que le cratère avait été causé par l'impact d'un météorite et non par un volcan. Numéro 10. Les Perses ont un jour utilisé des chats comme boucliers lors de la bataille de Péluse. Vous avez peut-être lu comment les chats ont causé la défaite des anciens Égyptiens lors de la guerre de Péluse. Les anciens Égyptiens vénéraient tellement les chats qu'ils ne les tuaient pas, même si cela leur coûtait la vie. Ils croyaient que les chats étaient la manifestation de la déesse Bastée, déesse du foyer, de la fertilité et des secrets des femmes. L'affection des anciens Égyptiens pour les chats est devenue évidente pendant l'invasion perse de l'Égypte. Le roi des Perses, Cambyse II, qui régna de 529 à 522 avenue Jitse. Je savais combien les Égyptiens appréciaient leurs chats. C'est pourquoi les Perses collectionnaient autant de chats qu'ils le pouvaient et mettaient des chats, des chiens et des moutons devant leurs soldats pendant la bataille. Oui, en plus des chats, les anciens Égyptiens adoraient aussi les chiens et les moutons. Les Perses ont également peint des images de chats sur leurs boucliers. Les anciens Égyptiens étaient réticents à tuer des chats de peur de provoquer la colère de la déesse Bastée. Ils n'eurent d'autre choix que de fuir le champ de bataille, perdant ainsi la bataille de Péluse en 525 avenue Jitse. Et tombant sous le contrôle des Perses. Numéro 9. Les Grecs croyaient que les fèves contenaient les âmes des morts. Tu te souviendras du mathématicien et philosophe grec Pythagore de ton cours de géométrie. Il avait aussi son propre culte. Ses disciples vivaient en communauté, étudiaient le cosmos et étaient végétariens. Mais contrairement aux végétariens d'aujourd'hui qui évitent la viande, les disciples de Pythagore évitaient les légumineuses. Ils considéraient simplement les fèves comme un symbole surnaturel de la mort et les évitaient. La considération de Pythagore à l'égard des légumineuses comme un acte de cannibalisme, pour ainsi dire, a attiré beaucoup d'attention, même de la part des écrivains anciens. Les graines de cava étant de la chair, les pythagoriciens croyaient qu'elles pouvaient contenir les âmes des morts.
Leurs fleurs tachetées de noir et leurs tiges creuses ont amené certains croyants à penser que ces plantes étaient connectées à la terre et à Hadès, servant d'escalier pour les âmes humaines. Ce que Pythagore détestait vraiment est devenu ce qui a finalement causé sa mort. La légende raconte qu'il a vécu dans une grotte pendant un certain temps en se cachant d'un dictateur. Il fuyait des attaquants qui le poursuivaient et le rattrapaient quand un champ de fer en fleurs l'a empêché de continuer à courir. 8. Alexandre le Grand a été enterré vivant par accident. Alexandre le Grand a fondé ce qui pourrait être considéré comme le plus grand empire du monde ancien. À 25 ans, son armée a conquis les territoires perses d'Asie mineure, de Syrie et d'Égypte sans subir aucune défaite. Malheureusement, il est mort subitement à Babylone à l'âge de 32 ans. Pendant des décennies, les historiens se sont demandé quelle était la cause de sa mort. Certains l'ont attribué à la fièvre typhoïde, tandis que d'autres l'ont mis sur le compte de l'alcoolisme ou même d'un empoisonnement. Mais le mystère de sa mort pourrait enfin être résolu. Le génie militaire souffrait d'un trouble neurologique appelé le syndrome de Guillain-Barré. Cette maladie rare l'a laissé paralysé pendant 6 jours, l'empêchant de bouger, de parler ou de respirer. Il était possible que l'ancien dirigeant macédonien soit encore en vie. Alors que ses soldats préparaient son corps pour l'enterrement en l'an 323 à Bristol, la docteure Catherine Hall, de l'école de médecine de Dunedin, en Nouvelle-Zélande, a conclu que la véritable mort d'Alexandre s'est produite 6 jours après ce qui était jusqu'alors cru. Ainsi, sa mort peut être considérée comme le cas le plus célèbre de pseudo-thanatose, également connu sous le nom de diagnostic erroné de mort, jamais enregistré. Numéro 7. Gladiatrice dans la Rome antique. Bien qu'il existe peu de preuves dans les lois sur l'art et dans les récits écrits concernant la participation des gladiatrices à ce sport brutal durant l'Empire romain, elles se battaient entre elles avec férocité, armées, pour divertir, mais pas au même degré que les hommes. Des fans de toutes les classes sociales participaient, y compris celles de l'élite. Cependant, seules les femmes riches pouvaient se permettre l'entraînement et avaient suffisamment de temps pour travailler. On pouvait voir des femmes engagées dans une série de combats après le dîner. Ces combats, notamment contre des bêtes, des nains et d'autres femmes lors de spectacles, étaient organisés par les empereurs Néron, Titus et Domitien. Dans la prospère ville de Pompéi, les gladiatrices étaient connues sous le nom de gladiatrices. Les gladiatrices étaient commercialisées comme une attraction novatrice. Numéro 6. Le président Zachary Taylor est mort d'une overdose de cerises. Lorsque le président des États-Unis, Zachary Taylor, est mort après une brève maladie le 9 juillet 1850, après seulement 16 mois en fonction, la cause de sa mort n'était pas connue. Tu serais surpris d'apprendre que les causes exactes de sa mort ont été révélées. Différentes sources ont fait des révélations différentes. L'une d'elles était que Taylor avait consommé une grande quantité de cerises et de lait glacé lors d'un festival le 4 juillet. Il est ensuite retourné à la Maison Blanche pour boire plusieurs verres d'eau contenant des bactéries responsables du choléra. Une autre source a affirmé que Taylor pourrait être mort de gastro-entérite causée par une combinaison de cerises très acides et de lait frais. D'autres observateurs soupçonnaient qu'il s'agissait d'une intoxication alimentaire ou d'une fièvre typhoïde. Les médecins de Taylor attribueraient la cause de sa mort au choléra morbus, un terme que les médecins utilisaient auparavant pour décrire la gastro-entérite, une inflammation de l'intestin grêle causée par une bactérie, un virus ou un parasite. Ces symptômes comprenaient des crampes intenses, de la diarrhée, des nausées et de la déshydratation. Numéro 5. La boisson Bloody Mary ne s'appelait pas initialement Bloody Mary. L'origine du Bloody Mary remonte à l'Angleterre du XVIe siècle. À cette époque, le Français Ferdinand Petiot travaillait dans un bar parisien de style new-yorkais où l'on faisait venir du jus de tomate en conserve des États-Unis. Les Russes, qui ont fui leur patrie pendant la Révolution russe, sont arrivés en France avec de la vodka et du caviar. Le barman créerait plus tard une saveur spéciale de vodka douce en combinant du jus de tomate en conserve américain avec de la vodka russe et plusieurs épices. C'est ainsi qu'est né le Bloody Mary. Le cocktail a d'abord été appelé Bucket of Bloody, ou seau de sang, par un Américain, en souvenir d'un club nocturne de Chicago portant un nom similaire. Lorsque la boisson est revenue aux États-Unis, elle était connue sous le nom de Red Snappy.
Maintenant, on l'appelle Bloody Mary. Bien qu'il n'y ait pas de réponse définitive sur la façon dont le cocktail a été connu sous le nom de Bloody Mary, on ne peut nier qu'il reste l'un des cocktails les plus populaires aujourd'hui. Numéro 4. Les athlètes des anciens Jeux Olympiques ont longtemps concouru nus. La nudité a fait partie des Jeux Olympiques. Ça a commencé au VIe siècle. Les athlètes concouraient nus pour honorer le dieu grec Zeus. Ils voulaient montrer leur physique musclé et leur puissance physique comme une façon d'intimider aussi leurs adversaires. Les athlètes s'inspiraient de la représentation de la nudité des héros grecs dans des œuvres d'art et des sculptures. Les œuvres d'art les ont encore plus inspirés à s'entraîner plus dur et, finalement, à gagner leur épreuve. Pour les anciens Grecs, tout athlète olympique victorieux était considéré comme un demi-dieu. Certains récits soutiennent qu'Orsipo, un coureur de Mégare, fut le premier athlète à concourir nu. On disait que son pagne était tombé accidentellement pendant une course à pied, une épreuve qui l'a fait courir plus vite. D'autres récits affirment que c'est à Sparte que le premier est apparu nu, affirmant que la nudité était une tradition spartiate. Numéro 3. Un cochon a été exécuté en France. En 1386, le Cavintry exécuté à Falaise, dans le nord de la France, est l'un des rares procès d'animaux célèbres de l'histoire. Le cochon errant avait attaqué un bébé de 3 mois, Jean Lameau, qui est ensuite décédé des blessures subies lors de l'attaque. L'animal a été arrêté et maintenu dans une cellule de détention préventive avec d'autres prisonniers humains. Un procès officiel a eu lieu et, en 1936, le procès a été mené et un avocat lui a été attribué pour le défendre devant le tribunal. Quelle absurdité! À la fin du procès, l'animal a été déclaré coupable et son exécution par pendaison publique a été proposée. Le jour de l'exécution, l'animal a été habillé en homme et amené sur la place du village pour créer un sentiment de œil pour œil. L'animal a été mutilé et dépecé avec un couteau avant d'être pendu. L'exécution a été témoin tant par des humains que par des animaux. Ce n'était pas la première fois que des sangliers étaient condamnés à mort pour avoir tué des gens, mais seuls quelques-uns d'entre eux ont été mutilés. Dans un cas similaire en 1457, 6 nourrissons ont été acquittés d'un chef d'accusation de meurtre en raison de leur âge, mais leur mère a été exécutée. Drôle, n'est-ce pas? Numéro 2. Les gens fabriquaient des vêtements avec des sacs de nourriture pendant la Grande Dépression. Pendant la Grande Dépression, on entendait des phrases comme réparer, réutiliser, se débrouiller et ne rien jeter. La raison est la suivante. À cette époque, un nombre important de familles ne pouvaient pas se permettre d'acheter des vêtements neufs dans les magasins. Quand les femmes paysannes ne trouvaient plus de matériaux pour coudre, elles se mettaient à utiliser de grands sacs de farine ou d'aliments pour bétail pour coudre tout, des robes aux chemises et même des culottes pour les garçons et les filles. Ils raccommodent même des chaussettes et cousent des patchs sur les trous des vêtements avec des sacs. La mère de Norma Ailey l'a aidé à transformer ce genre de sacs d'aliments en robes. Rapidement, les entreprises qui fabriquaient les sacs de farine et d'aliments pour bétail ont découvert la tendance et ont commencé à créer de nouveaux motifs sur les sacs. Numéro 1. La Russie est restée sans vodka. Le 9 mai 1945. La nouvelle de la reddition de l'Allemagne nazie a provoqué une grande joie chez les citoyens de l'Union soviétique, au point que même les abstinents ont commencé à boire. Ce qui a provoqué la joie, c'était le fait que la reddition marquait la fin de la Grande Guerre patriotique, qui a coûté au pays la perte de plus de 26 millions de personnes. Environ 22 heures après le début des célébrations de la victoire, Joseph Stalin s'est adressé à la nation. Cependant, à cette époque, la population avait consommé toutes les réserves de vodka du pays, ce qui était inhabituel. Toute la nation est tombée dans une gueule de bois, considérée comme un prix à payer pour la libération de l'Europe du joug de l'Allemagne nazie. Il est important de noter qu'il y a eu une pénurie de vodka en Union soviétique pendant la guerre. Au lieu d'utiliser de l'amidon et des céréales pour produire de l'alcool, ils ont été utilisés pour produire de la nourriture et approvisionner l'armée. Cependant, la production de vodka ne s'est pas complètement arrêtée. Même pendant la famine du début des années 1930, le pays s'est assuré qu'il y avait des céréales et des pommes de terre disponibles pour la production de vodka.
C'est l'une des raisons pour lesquelles les revenus du vodka représentaient environ un cinquième des revenus du gouvernement russe. Quels autres faits historiques connais-tu? N'hésite pas à les partager avec nous dans les commentaires.